Je tiens à dédier cet épisode à Pascal, un photographe très talentueux qui nous a quittés beaucoup trop tôt, qui faisait partie de la communauté Mon Petit Réflexe, et on lui rendra un petit hommage un peu plus tard dans la vidéo. Salut bande de photographes, bienvenue dans CMPR News. On a aujourd'hui des news d'un petit peu tout, des news photos, des news matos, et puis un petit peu de news MPR. Donc c'est parti. C'est parti, on attaque avec les news du mois d'août, les photo news. Alors Nikon, il y a eu une interview du président de chez Nikon qui est sortie récemment, où il a suggéré, même très fortement, que déjà il y avait un mirrorless en approche, et que contrairement à ce qui était annoncé au départ, a priori ce serait du mirrorless qui serait pour du grand public. Et l'idée c'était de dire on va viser vraiment la catégorie de personnes qui aujourd'hui a l'habitude de faire des photos avec son smartphone et leur proposer un appareil photo beaucoup plus perfectionné, qui utilise des technologies mirrorless, qui soit un peu fun, qui soit simple à utiliser. Et je trouve que c'est une approche très intéressante, très intelligente. Enfin, moi, mon avis, c'est que le mirrorless va finir par grignoter des parts dans tous les segments du marché de la photo, mais que, à mon avis, la meilleure stratégie, c'est quand même de commencer par le bas, puisqu'on a énormément de personnes qui font des photos avec leur smartphone, qui un jour se disent je veux passer à un appareil entre guillemets plus professionnel, et c'est là que le gap est énorme entre un smartphone où on vient zoomer, taper pour faire sa photo, et zoom 3 fils dans Instagram, et un réflexe sur lequel on a plein de réglages qui sont difficiles à comprendre, et ensuite il faut passer la carte dans l'ordinateur, et puis télécharger un logiciel qu'il faut apprendre à utiliser. Voilà, la barrière est vraiment énorme entre les deux, et on a beaucoup de photographes qui, entre guillemets, loupent leur vocation, je pense, parce que le jump est un petit peu trop grand à faire. Donc je pense que d'avoir des petits boîtiers d'entrée de gamme mirrorless, avec la facilité d'un mirrorless, c'est-à-dire on voit directement le résultat au moment où on prend la photo, et même avant de prendre la photo, va permettre à beaucoup plus de personnes de franchir le pas et de devenir un petit peu plus pro dans leur photographie, et je trouve ça plutôt bien. Donc si ça se confirme, je trouve que c'est une bonne idée et c'est un bon signal aussi pour Nikon, donc c'est cool. Dans l'espace, il y a un photographe indien qui s'appelle Dr. Hersh Chadha, je ne sais pas si je le prononce bien, qui a depuis quelques années a réussi à placer ses photos dans la Station Spatiale Internationale. Alors il s'est débrouillé en gros pour les donner à un des astronautes qui est parti, qui les a emmenés là-haut. Et son idée, c'était de dire, bah écoute, une fois que vous êtes dans l'espace et que vous restez plusieurs mois, vous avez besoin de quelque chose qui vous raccroche à la Terre. Donc je vous propose de vous donner mes photos de fleurs, comme ça vous fera du bien de les voir de temps en temps. Et depuis, ces photos sont affichées dans la Station Spatiale Internationale. Et je trouve ça cool, et je trouve que c'est un projet qui est vraiment top. Ça leur permet de garder un petit contact avec la Terre. Donc voilà, je trouvais ça sympa, donc je voulais juste faire un petit signe à ce beau projet. Google, qui continue de travailler beaucoup sur la photo, ils font beaucoup de choses sur la photo en ce moment chez Google, ils travaillent énormément avec ce qui s'appelle le machine learning. Donc le machine learning, c'est en gros quand un ordinateur ou un algorithme va apprendre tout en travaillant, et notamment en travaillant une masse de données. Par exemple, vous allez prendre je sais pas moi, 1 million de photos, parmi lesquelles il y a 100 000 photos de chats et 900 000 photos d'autres choses, et vous faites en sorte de lui dire, bah ça c'est un chat, ça c'est un chat, ça c'est un chat, et une fois qu'il aura vu énormément de chats, il va apprendre les caractéristiques, c'est la machine qui apprend elle-même, les caractéristiques qui font un chat, qui les différencient d'un chien, d'un humain ou d'autre chose. Et ensuite la machine est capable elle-même de détecter quand elle voit une photo si c'est un chat ou autre chose. C'est par exemple ce qu'il y a derrière la technologie de Facebook. Vous savez, quand vous avez une photo qui ne se charge pas, Facebook vous dit cette photo peut contenir, et elle vous met un paysage, une chaise, et Facebook sait reconnaître ce qu'il y a dans les photos. Bah, c'est du machine learning. Et là, ce qui est intéressant avec Google, enfin intéressant ou flippant, c'est que Google utilise Street View. Alors je ne sais pas si vous savez, mais pour Google Maps et pour Google Earth, Google a envoyé des voitures partout dans le monde, avec une caméra 360 au-dessus de la voiture, qui ont filmé toutes les rues, enfin, en tout cas un bon nombre de rues dans le monde entier et de routes. Et donc forcément, comme c'est à 360 degrés, il y a aussi des paysages qui sont autour. Et donc là, ils ont utilisé la méthode du machine learning
pour justement sélectionner sur certaines routes. Alors ils ont pris des routes dans des beaux parcs nationaux évidemment, mais sélectionner sur certaines routes, et c'est la machine qui a sélectionné, des compositions qui a priori fonctionnaient, avec un premier plan, un plan moyen, un arrière-plan, une belle lumière, etc. Et appliquer ensuite des retouches automatiquement aussi. Et donc vous pouvez retrouver un petit peu ces sélections-là. Donc sur le site, je vous le mettrai, on mettra dans la description, dans l'article plutôt, que Steve va écrire. Mais c'est google.github.io/creatism. Et vous verrez un petit peu toutes les photos que l'ordinateur a sélectionnées puis retouchées d'elle-même. Et c'est assez impressionnant de voir ce que les ordinateurs sont capables de faire. Il y en a certaines qui sont des très chouettes photos, niveau professionnel ou presque. Donc c'est un peu flippant. J'espère qu'ils ne vont pas nous prendre notre place non plus. Lightroom Mobile qui continue à s'améliorer. Alors là, ils ont changé l'interface. Et je dois avouer que la nouvelle interface est quand même vachement plus sympa, vachement plus intuitive. Avant, j'avais beaucoup de mal à faire mes retouches dessus. Alors bon, je suis sur un petit téléphone, hein, je ne l'ai pas mis à jour encore sur l'iPad, il faudrait que j'essaye d'ailleurs. Mais alors après, il y a la question du calibrage de l'écran aussi quand même qui est importante. Mais imaginons que vous ayez une grande tablette dont l'écran est bien calibré. Vous pouvez tout à fait faire vos retouches là-dessus, et Lightroom Mobile est même maintenant plus performant sur certains types de photos, et sur des bonnes tablettes on va dire, que sur ordinateur, parce que sur ordinateur on peut avoir un très bon processeur, la meilleure bête du monde, c'est dans le programme même de Lightroom que ça ralentit les choses, et donc si vous avez des photos un peu grosses, ça devient difficile de passer de l'une à l'autre. Quand vous zoomez, il y a le sablier qui tourne, etc. Et ça commence à être un petit peu lourd en tout cas pour Lightroom, la version PC. Et en fait, Lightroom Mobile, comme ils l'ont réécrit de zéro, ils l'ont a priori mieux codé. Et donc, pour certains photographes, ça marche mieux maintenant et plus rapide sur tablette et sur smartphone. Alors, la nouvelle interface, elle est vraiment pas mal, et je pense qu'on peut commencer maintenant à s'amuser un petit peu avec des réglages. Alors, je ne me risquerai pas de le faire sur mon téléphone, mais peut-être sur une tablette calibrée, ça pourrait commencer à être sympa. Et puis ils ont rajouté quelques outils qui manquaient, le pinceau, le rajout de la netteté, la correction du bruit. On a le pinceau d'ailleurs, donc c'est l'outil pinceau, mais on peut aussi maintenant utiliser le pinceau. Vous savez par exemple quand on fait un filtre gradué ou un filtre radial, on peut prendre le pinceau pour enlever une partie. Ils ont rajouté ça aussi, donc on commence vraiment à avoir quasiment tous les outils qui sont présents dans la version PC ou Mac de Lightroom. Donc c'est plutôt pas mal, il faut espérer qu'ils se servent un petit peu de ces gains de performance pour améliorer la version PC à l'avenir. Alors, les petites news MPR. On s'est associé avec Matisseo pour vous organiser un concours photo cet été. Je vous en avais parlé déjà dans les dernières MPR News. Et d'ailleurs, ce concours photo prend place de la revue thématique, parce que c'est un petit peu le même principe, et puis comme c'est moi qui fixais le thème, c'est un peu pareil. Donc c'est un concours qui se déroule sur tout l'été, mais vous allez pouvoir poster votre photo. Donc ça se passe sur la page Facebook de Matisseo, vous avez toutes les règles là-bas du concours, et donc il faut poster votre photo entre le 1er août et le 31 août sur le thème « Mon petit coin de paradis ». Et donc il y a ensuite des livres photos gagnés, il y a pour plus de 400 € de prix de livres photos, et puis les livres photos chez Matisseo, vous savez ce que j'en pense, c'est de la crème, donc c'est impeccable. Donc voilà, si ça vous tente, allez participer, vous n'êtes pas obligé, mais je pense que c'est plutôt sympa. Voilà, c'est un petit partenariat avec Matisseo sur ce concours. Et puis, je voudrais revenir sur les instantanés, vous savez, les petits livrets que je vous avais présentés. Vous avez été assez nombreux à profiter de l'offre spéciale de Matisseo, et donc du coup, Stéphane m'a dit, est-ce que tu aurais des retours de certains de tes abonnés qui en ont profité? Donc du coup, je voulais vous demander, ceux qui ont testé, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le produit vous plaît ou pas? Dites-le dans les commentaires. Et sinon, d'une manière plus générale, est-ce que ces offres spéciales, entre guillemets, ça vous intéresse, ou est-ce que vous n'avez pas forcément besoin d'offres spéciales? Enfin voilà, juste un retour là-dessus. Moi, ça m'intéresserait de savoir si vous êtes partant ou pas. Alors sur mpr.photo, il n'y a pas eu beaucoup d'articles de contribution, c'est de ma faute. Il y a des articles qui sont écrits et en cours d'écriture, mais je suis vraiment beaucoup à la bourre, donc j'ai pas vraiment relancé les auteurs là-dessus, et je n'ai même pas été lire les articles pour l'instant. Donc voilà, je prendrai un petit peu de temps pendant les vacances pour faire ça. Mais il n'empêche que Steve, lui, il n'a pas chômé pendant ce temps-là. Et donc sur la revue des tipeurs, il a écrit tout un article sur le développement en noir et blanc, pas à pas. Et donc comment on passe d'une photo couleur à une photo noir et blanc, et vraiment étape par étape, donc c'est vraiment assez complet, donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil.
Et puis un truc qui est assez intéressant aussi, et c'est pour ça que je vous dis à chaque fois d'aller lire les articles de Steve, c'est que Steve, il a vraiment pas toujours le même avis que moi, et des fois c'est assez contradictoire même, et donc du coup c'est un œil différent. Et sur Loopdeck, par exemple, à la fin il mettait son avis personnel, ce que je l'encourage à faire le plus souvent possible, et il se gêne pas d'ailleurs. Et donc lui il disait par exemple qu'il n'était pas vraiment emballé par le truc, pour lui ça servait pas à grand chose, alors que moi je suis plutôt emballé par le produit. Pour moi c'est vraiment une nouvelle façon de retoucher les photos, et surtout je fais pas les retouches pareilles avec que sans, donc pour moi il y a une vraie différence. Mais il n'empêche que lui dans son article ne voit pas l'utilité, donc je trouve ça intéressant de confronter les points de vue. Donc c'est pour ça que je vous invite souvent à aller cliquer en dessous dans l'article pour aller lire le petit complément à la vidéo. Voilà, et je ne pouvais pas non plus passer ces news MPR sans donner une petite pensée à Pascal. Alors Pascal, je vais volontairement pas dire son nom de famille, et volontairement pas vous montrer son visage, par respect pour la famille. Si vous suivez un peu MPR, je pense que vous le connaissez. Et si vous le connaissez, vous le reconnaîtrez. Donc Pascal, il s'est remis à la photo très très sérieusement il y a quelques années. Et il a progressé super vite. Pascal, il faisait partie du groupe des tipeurs aussi notamment, c'est pour ça que je le connais très bien. Et voilà, c'était ses domaines de prédilection. Il faisait beaucoup de photos de macro, des photos de voie lactée, il était beaucoup fan des photos d'étoiles. Des photos de cascade, il aimait beaucoup les poses très longues, je sais qu'on avait pas mal de discussions là-dessus, et moi je lui disais à chaque fois, mais elles sont trop longues tes poses, elles sont trop longues, et puis lui il disait, mais non, moi je les aime bien comme ça. Et il a fait beaucoup de couchers de soleil aussi dans la Drôme où il habitait. Il avait fait un super bréniseur aussi avec sa fille, un truc de malade, je ne sais plus combien il avait fait de photos, 90 photos qu'il avait assemblées, tout, c'était magnifique. Et puis au début, il avait aussi fait pas mal de photos de macarons, parce que c'était aussi un chef en macarons, il faisait des super macarons, les meilleurs du monde. Tout ça pour dire que, comme vous l'avez compris, Pascal nous a quittés le week-end dernier. C'est pas facile, c'est dur. Enfin, chez les tipeurs, en tout cas, on accuse le coup parce qu'on le connaissait tous très bien. Alors c'est compliqué parce qu'on le connaît on le connaît de près et de loin. On se connaît par Facebook, par les lives qu'on fait régulièrement. Un certain nombre d'entre nous, on le connaissait de visu parce qu'on avait passé un week-end ensemble dans la Drôme l'année dernière. Et Pascal était malade, donc il est parti à la suite d'un cancer. Et donc ça s'est fait ce week-end assez subitement. Et donc du coup, voilà, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile pour nous. On est tous un peu émus. Et donc voilà, je sais pas trop quoi dire en plus. Je vous montrerai quelques photos de Pascal à la fin en hommage entre guillemets, parce qu'il adorait la photo, il était vraiment passionné de ça. Et puis voilà, je sais pas trop ce que je peux faire d'autre. On a fait une petite cagnotte chez les tipeurs, à laquelle je vous invite à participer si vous connaissiez Pascal, ou si vous voulez juste participer. C'est une cagnotte qu'on voulait faire pour la famille, et la famille a dit on voudrait que ça parte pour la lutte contre le cancer. Donc je vous mets le lien de toute façon dans la description. Si vous voulez participer de quelques euros, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est plus le geste qui compte que le montant. Voilà, vous avez ça en option. On continue, on passe aux news matos. Je vais essayer de reprendre un petit peu mes esprits. Mais ouais, je suis désolé. Nikon a annoncé quelques objectifs, dont le 70-300 FX. Alors FX, c'est, si je dis pas de bêtises, pour les pleins formats. Vous me corrigez si je dis une bêtise. F4.5.5.6 avec la stabilisation, ça s'appelle VR chez Nikon. Et une chose un petit peu intéressante, c'est le diaphragme électronique. C'est-à-dire que vous pouvez fermer le diaphragme, non pas forcément par cran, mais vous pouvez le fermer de façon continue. Ce qui peut être assez intéressant pour les vidéastes qui aiment pouvoir changer l'exposition avec le diaphragme, justement, par exemple quand on passe de l'intérieur à l'extérieur ou vice-versa. Donc ça peut intéresser les vidéastes. Alors c'est pas un tout nouvel objectif, c'est la nouvelle version de cet objectif 70-300 qui sortira pour 700 $, mais la date de sortie n'est pas encore annoncée. Et puis Nikon a déposé un brevet un peu intriguant, et donc du coup ça spécule pas mal sur internet. C'est pour un objectif 35 mm f2, qui est un objectif spécialement adapté pour des capteurs courbés. Alors les capteurs courbés, on en reparle assez régulièrement dans le petit monde de la photo. Vous savez qu'aujourd'hui dans votre appareil photo, le capteur est plat, sauf qu'en réalité, quand vous avez un objectif avec des lentilles, les lentilles sont rondes, et donc la façon logique pour une lentille de diffuser la lumière,
en fait, comment dire, si vous avez juste une lentille devant, la façon dont elle va faire le focus, ça va pas être sur un plan, ça va être sur une parabole, entre guillemets, enfin comment on dit, comme sur un miroir convexe, enfin voilà, sur une zone convexe. Et donc en fait, aujourd'hui, les objectifs, pour s'adapter au capteur plat qui vient des années pellicule au départ, parce que les pellicules étaient plates, on a mis tout un tas de lentilles pour redresser justement le signal et faire en sorte que ça arrive un petit peu partout sur la zone plate. Mais c'est aussi pour ça que souvent c'est plus difficile sur les bords du capteur, c'est pour ça qu'on a souvent des images un petit peu moins nettes sur les bords, c'est parce que la zone de netteté elle est bien faite pour le centre, mais au bord, il a fallu mettre du vert pour compenser, donc c'est pour ça qu'en général c'est un peu moins net. Donc bref, la question du capteur courbé revient assez régulièrement, et si on mettait un capteur courbé dans l'appareil, alors à ce moment-là, les objectifs seraient beaucoup plus simples à construire, coûteraient certainement moins cher, et avec une qualité optique qui théoriquement pourrait être bien meilleure que ce qui se fait aujourd'hui. Le petit souci qu'il peut y avoir derrière, c'est que les objectifs actuels ne marcheraient plus sur un capteur courbé. Mais Nikon disant qu'ils veulent passer au mirrorless, est-ce que ce serait peut-être pas l'occasion pour eux de dire on va faire des mirrorless et on va faire des nouveaux objectifs et le mirrorless sera courbé et bam, on innove, on lance un truc nouveau et ça pourrait être pourquoi pas une bonne idée. Donc moi j'attends de voir, mais intéressant de voir que Nikon se réveille un peu, lance des trucs et c'est plutôt chouette à voir. Alors une marque chinoise d'objectifs qui s'appelle Seven Artisans, qui a lancé plein de nouveaux petits objectifs. Alors c'est des petits objectifs vraiment pas chers. Je vous balance ça comme ça, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, vu le prix, on peut, voilà, mais je vous laisse regarder comme des grands. Ils ont lancé donc un 25 mm f1.8 qui est fait pour aller sur les montures Sony E, Fuji X, donc en APS-C et sur les micro 4 tiers, qui coûte 70$. Un 35 mm f2 qui va sur les Sony E, Fuji X et Canon M, donc en APS-C, mais ça pourrait marcher aussi sur des pleins formats, donc notamment chez Sony E, Canon M et Fuji X, pour l'instant il n'y a pas de plein format si je dis pas de bêtises. 156$. Donc vous voyez, c'est vraiment pas cher quand on voit les focales et les ouvertures qu'on peut avoir. Après c'est des objectifs tout manuels, mais pourquoi pas. Et puis un 7,5 mm f2.8, donc là c'est vraiment un fisheye, pour Sony E, Fuji X et puis micro 4 tiers à 140$. Donc voilà, si vous voulez tester des nouveaux objectifs pas très chers, et que vous n'avez pas trop peur des résultats, mais sinon essayez de trouver des tests peut-être, ça peut être intéressant pour vous d'aller regarder cette marque Seven Artisans. Et puis Wacom qui a annoncé des nouvelles tablettes. Alors jusqu'à présent leurs tablettes elles étaient, alors, je ne sais plus exactement combien, mais je crois que ça dépassait pas les 15-16 pouces il me semble. Et là ils sortent deux nouvelles tablettes, 24 pouces et 32 pouces, donc vraiment énormes, c'est vraiment des trucs monstrueux, qui sont tactiles, sensibles à la pression aussi. Qui affiche en 4K. Bon alors au niveau des tarifs on est 2000$ pour la version 24 pouces et 3300$ pour la version 32 pouces, ça sera disponible début 2018. Mais par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure avec Lightroom Mobile, imaginez que vous installez Lightroom Mobile sur une tablette comme ça, un énorme truc 32 pouces, vous avez votre photo qui est affichée en gros format panoramique, et vous prenez votre petit stylet, et puis vous pouvez venir faire vos retouches directement sur le visage, sur le paysage, hyper précisément, plus ou moins fort selon la façon dont vous appuyez. Enfin, ça peut être un truc qui est assez funky et assez sympa, et peut-être que c'est le futur de la retouche photo, donc on verra bien, peut-être qu'on sera tous des peintres sur nos tablettes comme ça, pourquoi pas. Et je voulais juste terminer, comme je vous disais, en rendant un hommage à Pascal, à notre pote Pascal. Et donc du coup, je vais vous montrer quelques-unes de ces photos, celles qui, moi, m'ont le plus touché. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.